Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max. On se retrouve pour parler de l'épisode 1126 de One Piece. Attention, on va spoiler, on va l'analyser, on va revenir en tout cas sur cet épisode et donner nos avis. On espère que vous l'avez vu. C'était une bonne tranche de fight, ce combat. Ouais. Cet épisode. Ouais. Du coup, Ouais, carrément. Tranche de fight et qui dit trancher dans le vif dit s'abonner les amis, on compte sur vous. Explosez le compteur. Vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, mais pas assez à s'abonner. Montrez-nous votre motivation, votre détermination, tout comme Kizaru montre sa détermination, tout comme Sentomaru la montre aussi. Explosez le compteur. Et aussi, si vous avez envie de rester calme, posé dans votre canapé, de lire un petit manga, on les achète chez Côté Manga. Côté Manga, on aime bien. On aime bien Côté Manga, on est pas Côté manga plaît bien, Wow. plaît bien. Côté manga Plaît bien. aussi rapide que la lumière, aussi rapide que Kizaru pour vous livrer vos mangas. Il y a un site sur lequel vous pouvez les commander en ligne. Et si vous êtes du côté de Lyon, vous pouvez directement passer à la boutique. C'est bonne idée, c'est une boutique physique. Wow. Il faut soutenir les librairies. Allez, nous on soutient les libraires, on soutient également tous ceux qui ont travaillé, à œuvrer sur cet épisode. Puisqu'on nous a offert quand même un épisode qui était fort intéressant. On vous dira en deuxième partie de vidéo si il nous a plu ou pas. Mais en tout cas, le postulat de départ est très intéressant puisque ça permettait de découvrir davantage le passé de deux personnages qui sont des personnages secondaires de One Piece. C'est pas Luffy, c'est pas Nami, c'est pas Zoro. C'est Kizaru et Sentomaru. Et je trouve qu'en termes d'écriture, Eiichiro Oda a plutôt bien géré le truc puisqu'il fallait nous expliquer le lien un peu entre Sentomaru et Kizaru qu'on avait découvert nous, rappelez-vous, à Sabaody, quand il y avait la bataille contre les Mugiwara. Ils arrêtent pas de l'évoquer d'ailleurs dans l'épisode, et où t'avais Sentomaru qui débarquait avec son armée de pacifistas, donc de clones de Kuma, et il appelait Kizaru tonton, Ojiki. Vous savez pas pourquoi, c'était son tontoncle ou c'était pas son tontoncle? On voulait savoir, tu vois. Et c'est pas son tontoncle. Mais vu que pour lui, de sa vision d'enfant, quand il l'a rencontré, il avait l'âge d'être son tontoncle, il s'est dit bah c'est mon tontoncle. Et depuis cette période-là, il l'appelle comme ça. Mais ils se sont rencontrés, a priori, Kizaru lui connaissait déjà Vegapunk. Donc en fait c'est un triangle. Et tu comprends du coup un peu leurs liens. Ils ont l'air d'avoir des liens forts les trois. On découvrira ça peut-être dans d'autres épisodes. Attention, on vous manage le suspense. Mais c'était intéressant d'avoir planté ça là. Ouais, c'est ce qui fait toute la sève, je trouve, et l'émotion de cette rencontre. Parce que parfois, tu as un fight qui apparaît comme ça, et bon, c'est plus, tu sais, le fight et l'émotion liée à l'action. Tu vois, c'est lié à l'affrontement de deux superpuissances, etc., où tu te dis, oh là là, ça va être ouf, je vais frissonner. Là, c'est bien plus profond que ça, parce que on a tout ce flashback, je répète pas ce que tu as dit, et du coup, on connaît un peu plus de leurs sentiments, de ce que Kizaru a apporté à Sentomaru, ce que Sentomaru est devenu, le regard que l'un porte sur l'autre, et Vegapunk qui est au milieu de cette relation et qui est le sujet de la discorde finalement de leur opposition. Sentomaru voulant protéger Vegapunk, promesse faite aussi à Luffy, et de l'autre côté Kizaru qui lui est un exécutant. Voilà, on lui a dit tu dois faire disparaître Vegapunk, tu préserves que le Punk Records, York, et puis du coup ce qui sert à créer le Mother Flame. Bon, et écoute, dans cet épisode tu te dis ah ouais, il est prêt à sacrifier amitié et famille, parce que bon, quand on est à t'appeler ton oncle au bout de X années, je pense que tu peux te considérer presque comme de la famille, juste pour exécuter le métier. Donc non seulement ça te fait te poser des questions sur mais Kizaru, t'es qui, pourquoi tu fais ça, l'opposition elle est forte en sentiment, en émotion, et puis on nous a gratifié quand même de belles animations, puis l'échange en tant que tel il était puissant, j'ai trouvé, et voir Kizaru comme ça déchaîner sa puissance, c'est là que tu te dis quand même waouh, ça envoie du pathos. Ça envoie du pathos. Bah du pâté plus que du pathos, parce que heureusement c'était pas larmoyant, c'était pas tu vois dans le pathos, ça aurait pu sombrer sur ça justement, et je dis ça pourquoi, parce que j'ai trouvé que c'était très juste en fait. Je trouvais que la relation entre les deux a été justement amenée, c'était un truc auquel on ne s'attendait peut-être pas quand on a découvert ce combat en manga. En animé, dites-nous les Anime Only comment vous l'avez senti cet épisode, mais on nous amène en fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu de voir, une relation entre Vegapunk et puis ces deux-là, on s'attendait pas du tout à ça. On sait que Sentomaru, depuis le début de l'arc, c'est le garde du corps de Vegapunk, mais on voulait savoir pourquoi. On nous dit pas dans l'anime à quel endroit ils viennent d'arriver pour trouver Sentomaru. On pourrait penser que c'est Egghead, parce que on a un peu ce climat tropical, etc. Mais
Enfin, quoi que tropical, il faut un climat humide pour avoir des ours comme ça, mais bon, va savoir. Mais en fait, le truc, c'est que Vegapunk, lui, Egghead, c'est son œuvre maîtresse, c'est son œuvre parachevée, si vous préférez. Il avait tenté avec une autre île par le passé, Balgimore, où il avait échoué. C'est-à-dire que, en fait, à la base, Egghead, c'est une île hivernale. Et il l'a transformée en île tropicale. Donc ça peut pas être Egghead, normalement. Donc ça se passe à un autre endroit. Donc Sentomalu, là, il est couché, mais pas dans son fief. Mais il a réalisé sa mission. Et de l'autre côté, t'as un autre personnage qui a également réalisé sa mission, mais lui sans échec pour le coup, parce qu'il a réussi à faire tomber Sentomalu. Alors est-il mort Sentomalu ou pas? Bon, on reste dans One Piece. Hein. Donc je pense que on peut quand même en douter. Mais c'était très... comment dire ça c'était vraiment l'opposition de différentes valeurs, j'ai trouvé. Et on a enfin les valeurs de Kizaru. C'était peut-être le seul des 3 amiraux de base qu'on connaissait, hein, donc qu'on avait vu à Marineford, dont on avait encore pas mal de doutes sur la méthodologie, sur comment il agissait, tu vois, par rapport aux ordres ou par rapport à la justice et tout ça. On savait que Akainu, donc Sakazuki, c'était la justice absolue, c'est un absolutiste. De l'autre côté, on avait Kuzan, donc Aokiji, qui était beaucoup plus mesuré, hein, il a voulu même s'opposer à Sakazuki, hein, lui il a même pas achevé, rappelez-vous, les Mugiwara à l'époque. Et au milieu de ça, on avait Kizaru. Et bah Kizaru, ça a l'air d'être le parfait exécutant en fait. C'est-à-dire il peut avoir des sentiments, il peut avoir des... On voit à un moment donné un plan où il est devant Sentomaru, il y a les flammes au fond, on voit pas ses yeux. J'ai trouvé que ce plan était rudement bien fait, c'est comme dans le manga, c'est un plan qui nous masque et qui nous garde mystérieuses les émotions de Kizaru. Mais justement, il va au-delà de ses émotions pour n'être qu'un exécutant. On l'a compris avec cet épisode. Ouais. Non, c'était très bien amené, c'était très bien équilibré, et tout ça en plus, je trouve que ça s'est très bien inséré comme un fil rouge au milieu de toute l'action et de toutes les hostilités qui commencent à arriver pour les Mugiwara et pour l'île d'Egghead, et notamment contre Vegapunk finalement, parce que on a ce combat-là, certes, mais on n'a pas que ça. On a tous les vice-amiraux qui commencent à entrer en fight contre les Sea Weapons, Sea Beast Weapons. Voilà. Donc gros fight, et ça nous permet aussi de voir à quel point les Sea Beast Weapons sont redoutables, mais aussi à quel point les vice-amiraux le sont aussi, quand tu vois les punchs envoyés. Alors je connais pas le nom de tous les vice-amiraux, vous m'excuserez. Il y a Dol qui est la plus récurrente, qu'on a vu déjà à la base avec les amis de Kobe et tout ça là, Kibali et tralala quand il fallait libérer Kobe. Les autres, c'est vrai qu'on les découvre là maintenant, hein, pour cet arc. D'ailleurs, tu parles de Dol, c'est celle qui faisait transition parfaite avec ce que j'allais dire, puisque elle s'occupe directement d'un pacifista. Et alors, vous savez la puissance de frappe qu'est un pacifista quand même, normalement. On parle des PX3, je crois, si je dis pas de conneries. Elle lui a mis un de ses kicks dans la tête. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, Dol... Mais tous, je pense qu'elle te fracasse. C'est pas des vice-amiraux pour rien, c'est ça qu'il faut se dire. Amiral, c'est le grade de Kizaru. Donc c'est des vice-amiraux, ils sont en dessous. Donc c'est quand même, faut un niveau assez élevé. Et moi, ce qui m'a juste manqué, c'est qu'ils mettent la voix de Hideyuki Hori, ils l'ont pas rappelé, ils ont peut-être voulu faire des économies sur les pacifistas. Du coup, ils ne parlent pas, les pacifistas, c'est tellement dommage. J'aurais voulu, tu sais, à un moment donné, t'as Kizaru qui prend la puce de commandement à Sentomaru, donc c'est lui maintenant qui a le commandement, et les pacifistas se retournent et attaquent les Sea Beast Weapons. C'était ouf d'ailleurs. J'aurais voulu, c'était stylé. En plus, animation de Naoto Shishida à un moment donné avec les Sea Beast qui attaquent les bateaux des marines et tout. Et on a vu, je crois, Shimanuki aussi. Bon, c'était pas sur la meilleure séquence, lui, hein. C'est la séquence où ils sont t'as les pacifistas qui tirent, et puis t'as un Sea Beast qui se fait attaquer, et puis t'as une pluie d'eau qui tombe. C'était stylé en termes de mise en scène, mais il a pas eu la meilleure séquence d'animation, c'est ça que je veux dire. Bref, ça c'était une parenthèse dans l'explication. Où je voulais en venir, c'était qu'il m'a manqué un peu le Ryokai. Tu vois, il reconsidère la mission, il parle un peu, tu vois, les Kuma, mais non. On n'a pas eu, on l'aura la semaine prochaine.
Ouais, faut espérer. Mais en tout cas, beaucoup de retournements de situation au travers de beaucoup d'actions et puis beaucoup de stress aussi du côté de Vegapunk qui, malgré ses larmes, puisque voilà, il sait très bien que Sentomaru vient de se sacrifier pour leur faire gagner du temps. Ils sont en train d'essayer de déjouer le truc, trouver le mot de passe et tout. York qui est au sol et tout, qui fait vous allez galérer et tout. Machin. Et York, t'as envie de lui mettre des claques. En vrai, mais j'aime bien son rôle. J'aime bien son rôle parce que ils sont dans une ambiance pesante, ils sont en stress, etc. Et en fait, si elle était pas là, bah, ils regardent juste des écrans et les autres ils sont jamais interrompus, ils tapent sur les claviers. Donc vrai, je trouve qu'elle amène un contrebalancement et peut-être dans la tête du spectateur un doute. C'est-à-dire tu te dis ah ouais, effectivement ils ont débarqué, mais t'as Vegapunk et toute la clique là, ils disent de toute façon c'est invincible. Tous Mekuma et Sentomaru c'est le meilleur commandement. Et bah oui, donc ils sont invincibles. Et donc tu te dis bah oui c'est invincible. Et après ils débarquent quand même sur la côte. Tu te dis bon ouais. Et après, t'as York qui vient te dire ouais, mais Kizaru, de toute façon, il est rentré, c'est bon, de toute façon, c'est mort pour vous. Puis là, t'as Vegapunk qui fait ouais, c'est vrai, Kizaru, c'est de la lumière, il va rentrer dans mon dôme, fais chier, putain. Donc là, t'as vraiment doute, tu vois. Ça amène de la tension au spectateur. Là où, je suis désolé, je vais encore parler d'un point négatif, mais il y en a que 2 pour moi dans cet épisode. Tout le reste, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Mais je trouve que les séquences avant l'intervention de Rob Lucci avec une animation de ouf, les séquences justement avec Vegapunk, Nami et tout ça qui regardent les écrans, ça manquait de... C'est pas eux qui amenaient l'attention. C'est York avec ses discours et c'est les séquences que tu voyais en parallèle. Oh oui, et les bruitages de merde de... En permanence, ça m'a cassé les oreilles. Je sais pas comment ils ont équilibré leur bruitage. Mais moi je serais Nami Usopp, je sors de la salle. Je peux pas supporter ça, moi. Pas possible. C'est sûr que le clavier, il faisait un de ces bruits. Ouais. C'est le clavier fou. Mais ouais, d'ailleurs tu parlais il va rentrer dans son dôme. Rob Lucci, il a failli rentrer dans le sien de dôme parce que si ceci s'était pas sacrifié avec un réflexe monumental, c'est pire que quand je vous dis réflexe, je vous balance des clés comme ça, tu les rattrapes. Elle a eu un de ses réflexes. Alors qu'elle buvait du thé. Alors qu'elle était avec sa petite tasse là. Et là, elle s'est fait défoncer. Où Sanji et Zoro n'ont pas eu ce réflexe. Et d'ailleurs, il y a le doc One Piece Passion TV. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne entièrement dédiée à One Piece. Il a fait un petit short pour rigoler de cette scène en disant que le haki de l'observation de Sanji et Zoro puait la merde. Parce qu'ils ont même pas senti, tu vois, le sakki, comme on dit en japonais, donc l'aura meurtrière de Rob Lucci. La Houste aussi, elle a tout de suite compris, tu vois. Effectivement, si on le prend comme ça, c'est sûr que Stussy, elle a été plus prompte au truc, mais c'était une pirouette scénaristique pour éliminer Stussy du game. Peut-être qu'il savait plus comment s'en servir à ce moment-là de l'intrigue. Donc du coup, bon bah, Stussy out, hein, du coup. Mais elle a sauvé Vegapunk qui est encore en vie, mais... Eh ben oui. Intervention de Zoro ensuite pour contrer Rob Lucci qui allait quand même d'attenter à la vie de Vegapunk. Rob Lucci qui se retourne, c'est Girouetman le gars. Girouetman. Bah après on savait qu'il était pas du côté de Luffy et tout ça. Mais en fait c'est un peu le profiteur, tu sais. Dès que les forces sont de son côté, allez. Voilà. Il s'est plus senti pisser. Il a vu Kizaru arriver. Il s'est dit, ça y est, il va arriver. C'est la lumière, il peut passer et tout. Ah ouais, c'est vrai. Il dit rien. Bon, tu faisais pas trop le malin jusque maintenant. Bon, il fait, ouais, mais bon, à nous deux, on peut vous exterminer et tout. J'ai kiffé la phrase de Zoro, mais toi, t'as mal calculé Dédé, toi. T'es un fou, toi. Et bon, bah, oui, Kizaru, qui, d'ailleurs, avant d'arriver plus près de Vegapunk, voit un robot qui s'appelle ça. C'est comme un enfant dans les prés qui sont et tout. Avec les bruitages et tout, avec la nouvelle voix de Franky encore, on s'y fait pas, non. Non, on s'y fait pas, mais j'ai senti qu'il a eu envie d'essayer de faire un peu du Franky avec sa voix. À rouler. Moi, j'ai même pas senti ça, tu vois. J'ai senti sur une inflexion, je me suis dit, j'ai eu de l'espoir en fait. C'est plus moi qui ai eu de l'espoir. Dites-moi ce que vous en pensez, votre ressenti à vous dans les commentaires. Est-ce que c'est comme moi, ou est-ce que c'est comme Max, vous avez senti qu'il essayait de faire Franky? Ou est-ce que vous avez cru qu'il allait essayer de faire Franky et puis finalement moi c'est la deuxième, moi. J'ai cru qu'il allait essayer de faire là, c'est ça. Mais quand il a commencé à faire il montait ça. Il a fait ça, il y a eu une inflexion comme ça après.
Il a lâché l'affaire, j'ai fait. Après, il est revenu en mode, ouais, c'est moi. Je suis allé, vas-y, bouffe. Je fais, putain, chier et tout. J'étais dégoûté. Bah non, mais bon, nous, on veut Francky, quoi. On va pas s'y faire. Non, on Non, va pas s'y faire, ça va c'est- être douloureux. Ouais. Bon, toujours est-il que dans tous les cas, Luffy a senti le danger arriver et l'affrontement de cette fin d'épisode nous met en émoi parce que, bon, Kizaru qui allait défoncer leur bateau, Luffy, bon, grâce à une animation incroyable, hein, nous a fait une arrivée dantesque dans la gueule de, je suis désolé, j'ai pas de terme, de Kizaru, avec une punchline en mode, ah, Kizaru, tu sais, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, que si t'arrives, là tu fais... Wow, là tu dis putain fais chier fin d'épisode mais je veux voir le fight. C'est une bonne montée en tension, très bonne montée en tension, parce que tout le long de l'épisode, je vous l'ai dit, il nous parle de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ouais, il nous a mis à mal, Kizaru, putain non il est trop fort, etc. Donc on te crée cette tension du danger de Kizaru. En plus il élimine Sentomaru assez rapidement avec une chorégraphie de combat vraiment stylée. Tu dis oh là 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 là, et puis t'as Luffy qui annonce ça à la fin de l'épisode. Bah oui, mais c'est trop bien fait, c'est un petit retournement de situation qui va être... comment on dit, il va nous enjailler pour le combat à venir. Et j'ai trouvé, je sais pas toi. Alors Kizaru, je sais pas si vous le savez, mais c'est la petite information de fin de vidéo. C'est sa deuxième voix là en fait. Hein. Unsho Ishizuka qui le doublait initialement et que vous avez vu à Sabaody, il est décédé malheureusement. C'était le seiyuu de Jet dans Cowboy Bebop et il faisait aussi la deuxième voix de Mr. Satan en remplacement de Daisuke Goli. Donc il était la voix de Mr. Satan depuis Dragon Ball Kai. Il est décédé. Et donc c'est un nouveau seiyuu qu'on a depuis peu, hein, quelques années à peine, qui a eu Ryotaro, donc qui est la voix de Byakuya dans Bleach, qui est la voix de Scar dans la première version de FMA, etc. etc. Canon, Saga des Gémeaux dans Sensei Hades. Et ben j'ai trouvé que c'était son meilleur épisode en tant que Kizaru. Parce qu'il a pu s'adonner à toutes les facettes de Kizaru. Il y a le oh, Okashine, évidemment, il y a les phrases typiques du personnage, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les attaques spé. Il n'a pas pu en faire beaucoup avant ça, à part dans le film Stampede, je crois. Il y a l'émotion. Il y a la menace. Il y a le doute. Il y a l'anticipation, les trucs comme ça. Il y a toutes les facettes en fait d'émotion du personnage et que peut avoir Kizaru, il y avait dans cet épisode, et j'ai trouvé que Okyayu en seconde voix de Kizaru était très très bon. Ah ouais, moi j'ai adoré, j'ai kiffé, je l'ai kiffé. Kizaru, il est central dans cet épisode, hein, je vous apprends rien, et j'ai trouvé que toutes ses interventions étaient pertinentes, et j'ai vécu, j'ai entendu Kizaru comme je voulais qu'il soit. Voilà, je me suis dit putain. Dès qu'il attaque, son calme, son phrasé plus lent que ses attaques, justement, cette opposition, mais pas non plus en mode « je suis un vieillard ». Une justesse dans son truc, j'ai kiffé, je l'ai kiffé, Kizaru. Je me suis dit, putain, il m'a fait kiffer. Il nous a fait kiffer. Vous voyez comme quoi un remplacement, une seconde voix peut-être très importante pour être encore inclus dans le personnage qu'on connaît, c'est vraiment essentiel. Et là, d'autant plus... c'est choquant quand tu te dis que ça c'est un personnage secondaire de One Piece, c'est pas un personnage principal, donc t'as principal, secondaire, et t'as un des personnages principaux, bah ils ont pas fait cet effort là. Francky. Ouais, on l'a dit la fois dernière, ça restera un regret pour nous pour l'instant, hein, sans dire qu'il soit bon ou mauvais seiyuu, hein, c'est juste que... Non, c'est un bon seiyuu. Il y a des prérogatives, on nous a habitués à certaines choses, ça fait quand même 1126 épisodes qu'on suit One Piece, hein. Et on a un changement de voix au bout du 1124, bref, au bout de 1120 épisodes, j'arrondis. Il eût été intéressant de trouver quelqu'un qui le remplace et qui crée l'illusion. Voilà, c'est tout. Si on est à l'épisode 12, on a envie de dire, ok, je l'ai pas trop entendu, surtout c'est pas grave, pour un des principaux, quoi. Un des personnages que tu vas tout le temps entendre jusqu'à la fin de One Piece. Imagine Luffy demain doit changer de voix, puis il reprend une voix, puis il parle comme ça, salut, je suis Luffy, moi. Kazoku, Ninaru, Otokuna. Tu vas faire, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Bah là c'est pareil en fait. Pour moi, Francky c'était, je sais pas, c'était la signature, elle est ouf quoi, tu vois. Bon. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Nous on a kiffé cet épisode, plein d'émotions, plein de justesse dans l'écriture des personnages de la part d'Eiichiro Oda, et également de tension, montée en tension, et également d'épicness avec la fin de l'épisode et puis le combat aussi. Ouais, on fait des bisous.
Et puis à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine.